Merci de nous suivre sur la TFM. Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, les titres de cette édition. Femmes, vous serez à l'honneur tout au long de cette édition 8 mars oblige. Nous parlerons de la présence des femmes dans la police, le premier corps de défense à les avoir accueillies. Nous irons également visiter une exposition qui rend hommage aux femmes leaders dans leur domaine. Ce 8 mars, une occasion également saisie par la gente féminine pour se faire entendre. Elle réclame plus de présence dans les partis politiques. Dans cette édition, les avis de Ndeye Cissé du PDS, George Sow de Bokk Gis Gis et Thérèse Diouf Faye de l'APR. Et politique toujours, Malick Gakou perd un allié de taille. Gaston Meng démissionne du grand parti. Le promoteur de lutte qui penche pour le oui a tout simplement préféré se retirer de sa formation politique. À Rufisque, le boulevard Maurice Gueye, jadis prestigieux, se dégrade de jour en jour. La faute aux occupants irréguliers qui en squattent ses artères de manière anarchique. Dans ce journal, vous entendrez le ras-le-bol des riverains. Et puis, vous le savez, Paul Kagame est en visite chez nous, ici au Sénégal. Une occasion saisie par la rédaction pour dresser le portrait de l'homme à qui tout semble réussir depuis qu'il a accédé au pouvoir en 2000. Un portrait qui sera suivi de l'analyse de Barkaba, qui sera l'invité de notre journal. Enfin, sport. Tirage au sort ce mardi des 32e de finale de la Coupe du Sénégal des seniors 2016. Les résultats que vous aurez bien entendu avant la fin de ce journal. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir mesdames et messieurs, je vous le disais donc en titre, un journal qui se conjugue au féminin, mais avant d'en arriver au 8 mars, l'histoire dramatique de ces deux jeunes filles retrouvées mortes à Bogal, c'est dans le département de Bounkiling. Oumou et Aminata étaient partis chercher des fruits sauvages avant que leur corps ne soit retrouvé dans un petit marigot. Sur place, c'est tout simplement tristesse et consternation. Bakary Konté. C'est la tristesse et la consternation à Bogal avec la mort d'Aminata Ba, 14 ans, et Oumi Diao, âgée de 13 ans. Ces deux jeunes filles étaient parties chercher des fruits sauvages. Les corps sans vie des enfants ont été retrouvés dans un marigot. Les deux enfants étaient partis chercher des fruits sauvages. Tout le village informé, les populations sont parties à leur recherche. Nous avons suivi leurs traces, c'est ainsi qu'on les a retrouvés dans l'eau. C'est El Hadj Sow qui a retrouvé les deux corps sans vie. La mort par noyade rejetée d'abord en attendant les résultats de l'autopsie. Le docteur nous a dit que c'est grave car celui qui est mort dans l'eau doit vomir de l'eau, mais pas du sang. Il dit qu'il est dépassé de cette noyade. Interpellé sur la question, le docteur chargé de l'autopsie et le directeur de l'hôpital de Sédhiou ne veulent pas se prononcer sur la question. En attendant, les deux corps sans vie sont à la morgue de l'hôpital de Sédhiou. Nous parlons de la célébration de la journée du 8 mars. L'amicale des femmes de la police n'est pas en reste. La police, l'un des premiers corps de défense et de sécurité à avoir accueilli des femmes, mais aussi à avoir été dirigé par une femme, Chérif Dia. Leur présence dans la police est remarquable. Les femmes s'intéressent de plus en plus à ce corps, le premier des forces de défense et de sécurité à leur avoir ouvert ses portes. Il n'est pas encore ce que je souhaiterais qu'il soit. Mais comme le thème de la journée le dit, 50-50 vers les années des horizons 2000 et quelques, je pense qu'on y arrivera parce que nous avons les ressources et nous avons les compétences. La police est aussi le seul corps des forces de défense et de sécurité à avoir été dirigé par une femme, des postes de responsabilité basés sur le mérite et non sur le genre. Elles sont responsabilisées à différents échelons. Vous avez vu, une femme a été directrice générale de la police. Elle a marqué son temps et elle a fait un travail quand même remarquable. Ça, on ne peut pas le nier. D'autre part, la police est un corps hiérarchisé. On ne peut pas quand même sauter les échelons et être chef parce qu'on est femme.
Mais chaque femme à son niveau est responsable. Au niveau des officiers, elles sont responsabilisées. Au niveau des commissaires, elles sont responsabilisées. Aujourd'hui, le commissaire central de Guédiawaye, elle est une femme. Abi Diallo est une commissaire de police de classe exceptionnelle, aujourd'hui à la retraite. Le combat de cette pensionnaire de la première promotion de femmes à la police, c'est de rendre ce corps attractif. Oui, parce que c'est un corps d'élite. C'est un corps d'élite qui mérite une place plus importante que ça. Et non, parce que c'est un corps d'autorité, chargé du maintien de l'ordre, du maintien de la paix. Donc forcément, usant de pouvoir coercitif et de la force quand il le faut. Et de ce point de vue, forcément, on ne peut pas être populaire. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, parce qu'un corps qui s'agit du rétablissement de l'ordre public ne peut pas toujours parler avec des fleurs. Donc, l'usage de la force fait que ce n'est pas encore très aimé, mais qui est nécessaire. Dans aucun pays du monde, on a vu un pays sans police. En ce 8 mars, la police rend hommage à ces femmes réunies dans cette salle pour réfléchir sur les enquêtes concernant les violences basées sur le genre. Ce 8 mars, la styliste Fabine Tassek en a profité pour dévoiler sa collection. 30 modèles ont été présentés à travers une exposition et portent le nom de femmes réputées dans leur domaine d'activité. Des modèles que vous pouvez voir au musée Léopold Sédar Senghor. Mais avant de faire le déplacement, un petit avant-goût avec ce reportage signé Ibou Diouf. Une touche de plus sur un tissu déjà confectionné, un savoir-faire pour donner plus de couleur à ses habits. Fabinta Famasek veut à travers sa collection rendre un hommage à la femme en cette journée du 8 mars. J'ai exposé ma peinture que j'ai commencé à faire depuis l'année dernière. Donc c'est de la peinture sur tissu, fait à la main. Bon, l'objectif visé, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, de montrer le travail des femmes, de montrer leur dynamisme. Donc c'est surtout pour magnifier la femme. L'initiative a porté ses fruits. Fabinta Famasek a réussi à montrer à certaines de ses marraines sa collection de tissage sur tissu. J'ai présenté une collection de 30 ouvrages et que chaque tenue porte le nom d'une personne. Donc parmi toutes ces personnes, nous avons pris 20 femmes entrepreneurs, 20 femmes chefs d'entreprise, toutes catégories confondues. Donc des anciennes ministres, des écrivaines, des éditrices, pour un peu magnifier le travail de la femme entrepreneur et puis surtout de la femme sénégalaise. Dans sa collection, chaque pièce porte le nom d'une brave femme, une manière à Fabinta Famasek de parler du mérite de ces bonnes dames. C'est bien passé puisque nous avons reçu pas mal de personnalités et puis ils ont beaucoup aimé aussi l'exposition, l'idée surtout. Et puis la présentation aussi qu'on leur a faite de nos produits. Journée du 8 mars, Fabinta Famasek a réussi à rendre un vibrant hommage aux femmes et également montrer l'importance d'ajout de couleurs dans la création contemporaine. Les 11 collectivités du département de Dagana ont organisé la journée internationale de la femme à Richard Toll. Pour ces femmes de la vallée du fleuve, l'accès à la terre est aujourd'hui un droit fondamental pour l'atteinte des objectifs de l'autosuffisance en riz prévus en 2017. Maria Massaoudjei est la deuxième adjointe au maire de Richard Toll. Ses propos sont recueillis par Ousseynou Diop. Le 8 mars est une journée internationale de la femme. Elle rappelle aux femmes travailleuses du monde la grève des ouvrières américaines. Le 8 mars 2016 se déroule au moment où notre pays lutte contre l'autosuffisance en riz. Le Delta joue un rôle important dans ce programme. La grande question des femmes au Sénégal est la question des femmes des campagnes. La femme paysanne a droit à la terre. Les femmes paysannes doivent posséder des terres qu'elles cultivent et jouir des fruits de leur travail. Korko, tu nous as tracé la voie.
Et en ce 8 mars, une nouvelle qui ne manquera pas de plaire aux futures mamans accouchées selon la position qui vous plaît. C'est désormais possible au Sénégal. Plus de 1000 femmes en ont déjà fait l'expérience depuis le lancement du programme. C'était en avril 2014. Et une rencontre s'est tenue à cet effet au district sanitaire Gaspard Camara. C'était en présence de nos reporters Aminata Mbaresso et Modou Diop, compte rendu. Cet ensemble composé de coussins, tapis en cuir, chaises, entre autres, c'est le matériel destiné à l'accouchement humanisé. L'accouchement humanisé, une formule qui permet à la femme de donner naissance suivant des positions choisies à l'avance. Et depuis son lancement, le centre de santé Gaspard Camara et les structures pilotes ont accueilli plus de 1000 femmes ayant adopté cette méthode. Le projet a commencé depuis le mois d'avril 2014 et là on est en 2016. Donc pour la dernière collecte de données, on était à un taux de 27%. On est à 1146 femmes dans tout le district, aussi bien au centre de santé de Gaspard Camara, centre de santé des HLM, centre de santé de Grand Dakar et le poste de santé des HLM. Autre fait qui différencie l'accouchement classique de celui dit humanisé, le choix laissé à la femme d'être assistée par son conjoint ou proche au moment du travail jusqu'à la délivrance. On a été surpris de voir qu'il y a des hommes qui assistent leurs femmes quand elles accouchent. On en a vu et des hommes qui après ont été très satisfaits d'avoir recueilli en premier leur enfant. Des particularités dans une société conservatrice, les Badianougor jouent leur partition pour convaincre les populations. Auparavant, lorsqu'on accouchait, on prescrivait beaucoup d'ordonnances. Maintenant, il n'y a pas d'ordonnance. C'est la femme elle-même qui assiste son accouchement. Journée de la femme, ces actrices de la reproduction s'investissent. Des projets de décentralisation de l'accouchement humanisé sont en cours. Au-delà de Gaspard Camara, d'autres structures sanitaires de Dakar seront outillées pour commencer les accouchements humanisés. Le 8 mars, l'occasion de s'interroger sur la place réservée aux femmes dans le jeu politique. Ndaïgay Sissé du PDS, George Angossou de Bokk Gis Gis et Thérèse Dioufay de l'APR se sont prêtées au jeu. Toutes les trois appellent les femmes à se mobiliser davantage afin d'occuper le premier rang. Maïmouna Ndiaye, Thierno Laurent Mendy. Au niveau du comité directeur, on prend des décisions, on dit ce qu'on pense. Et au niveau de la base aussi, c'est nous qui mobilisons, c'est nous qui faisons vraiment le plus gros travail. Le plus gros travail, mais pas de grande responsabilité. Une réalité au sein des partis politiques, la mobilisation réservée aux femmes, aux hommes, des postes stratégiques. Il y a une jalousie aussi qui existe entre les femmes. Et vraiment, c'est écœurant parce que entre femmes, on préfère faire propulser ou promouvoir un homme que de promouvoir une femme. L'équilibre des responsabilités s'impose alors dans les formations politiques. Ndaïgay Sissé confirme. C'est à nous de nous imposer et de prouver. Parce que vous savez, une loi c'est une loi. Hein. L'application ou l'effectivité de la loi nous concerne toutes en tant que femmes. Ce déséquilibre est plus visible au niveau des municipalités. La coordonnatrice de la COJER pense à un plaidoyer. Aujourd'hui, nous sommes 557 maires au Sénégal. Sur ces 557 maires, seules 13 femmes sont des maires comme moi, comme d'autres. La politique étant la gestion de la société, les femmes ne doivent pas être laissées en rade. Un combat à mener, des efforts à faire, des droits à renforcer. En attendant, une bonne fête des femmes, en tout cas à toutes les femmes du pays, à nos mères, à nos petites sœurs, à toutes les femmes du monde. Toujours politique, nous nous intéressons à présent au Front du Non qui a décidé de faire triompher le non. Sada Ndiaye et ses camarades du PDS, porte-parole du jour, disent avoir repéré des irrégularités sur les bulletins de vote du non. La couleur qui devait être rose est finalement blanche, ce qu'ils déplorent et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et naturellement, après avoir parlé du non, nous allons nous intéresser au oui, le courant du oui qui s'élargit dans le Saloum. Le maire de Ngathie Naoudé approuve le projet de réforme constitutionnelle du chef de l'État. Yaye Fatou Diagne souhaite toutefois que la parité soit respectée sur les listes électorales. Mame Biram Diouf.
Le président Macky Sall qui convoque les Sénégalais au référendum le 20 mars. Depuis l'annonce, les positions et points de vue divergent quant à l'utilité de ces consultations. La présidente de la plateforme des femmes de Kaolack les trouve indispensables. Yaye Fatou Diagne appelle du coup à voter oui pour accompagner cet élan de changement du chef de l'État. Moi personnellement, j'appelle à voter oui parce que c'est une dynamique transformationnelle. On n'est pas dans des élections présidentielles. On est dans un programme de proposition. Elle apporte ainsi de l'eau au moulin de Macky Sall en choisissant le courant du oui. Est-ce là un signe de son adhésion future à la coalition Benno Bokk Yakaar ou à l'APR? Non, rétorque le premier magistrat de Ngathie Naoudé. Je ne suis pas dans une dynamique de rejoindre l'APR ou de rejoindre quoi que ce soit. J'ai un mouvement, je ne crée pas de parti politique. Moi, mon parti politique, c'est le Sénégal. C'est ça mon parti politique. En point dans le projet de réforme constitutionnelle qu'elle prend avec des pincettes la modernisation des partis politiques. Le rôle et la place des femmes dans ces formations devront être bien pris en compte, soutient-elle. Ce n'est pas que nous nous constituons ou bien nous pensons que nous sommes. C'est-à-dire nous sommes en réalité le socle de la société. Il faut que nous nous regroupions. Il faut que nous puissions collaborer ensemble, nous regrouper au lieu d'être sectaires. Le thème de cette année, ça nous a permis de revenir sur un acquis, une avancée que notre pays a enregistrée. C'est-à-dire aujourd'hui, les Nations Unies demandent la parité à l'horizon 2030 pour tout le monde entier. Ce n'est pas pour le Sénégal. Le maire de Ngathie Naoudé, Yaye Fatou Diagne, présidait dimanche la journée mondiale dédiée aux femmes à 48 heures, puis 8 mars. Et je vous le disais en titre, Gaston Mbengue démissionne du grand parti. Gaston Mbengue que je cite, compte tenu de ma position pour le oui en ce qui concerne le référendum du 20 mars 2016 et pour ne pas gêner mon petit frère et ami, le président Malick Gakou et le grand parti dans leur campagne pour le non à ce même référendum, j'ai pris la décision après concertation avec le président Malick Gakou d'arrêter toute forme d'action politique au sein du parti, sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous parlons de tout à fait autre chose. À présent, aboutir à un rapprochement entre membres de l'OFNAC et acteurs judiciaires. Tel est l'objectif d'une rencontre qui a réuni ce mardi les deux entités. La rencontre a également permis de mettre sur pied un cadre de concertation permanent entre les différents acteurs. Fatou Bintou Conté. La corruption est un véritable fléau pour nos États. Et pour l'éradiquer, l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, compte collaborer avec le système judiciaire sénégalais dans le but de renforcer l'efficacité du dispositif de répression de la fraude et des infractions connexes. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé que compte tenu de la complexité du phénomène de la corruption, de son caractère transversal, de la sophistication des moyens utilisés par les criminels, il faut être dans une démarche inclusive. Il faut créer une synergie entre tous les acteurs, notamment les services d'enquête et les services de poursuite. 2 jours de rencontres durant lesquelles ces deux entités comptent mettre sur pied un cadre permanent de rencontres et de concertation. C'est d'abord une compréhension commune du dispositif anticorruption, du droit positif. Deuxièmement, il nous faut créer un cadre de concertation. Ce cadre de concertation nous permettant d'échanger des informations, d'assurer le suivi des dossiers déposés au niveau de la justice, puisque à l'issue de ces investigations, l'OFNAC dépose un rapport sur la table du procureur de la République. Il faut en assurer le suivi dans le respect de l'indépendance des magistrats en charge des poursuites, de l'instruction et du jugement. Nafingom Keïta révèle que la lutte contre la corruption ne rencontre aucun problème au Sénégal. La loi donne toutes les prérogatives à l'office. Non, nous n'avons rencontré aucun problème. Le dossier que nous avons déposé au niveau du procureur de Louga a été donc bien géré et avec beaucoup de sérénité. Et ce dossier, après le traitement de ce dossier, les personnes incriminées ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt. Il y a d'autres dossiers qui sont sur la table du procureur de la République. Dans tous les cas, ce cadre de concertation va permettre un meilleur suivi des dossiers.
Bientôt la mise en place d'une mutuelle nationale de santé pour les acteurs culturels annoncée par le ministère de la Culture en partenariat avec le directeur de l'Agence pour la couverture maladie universelle. Le dispositif va être installé dans les jours à venir et devrait fonctionner sur la base de cotisation. Aïssatou Païfal nous en dit un peu plus. Une mutuelle uniquement destinée aux acteurs culturels. Désormais, ils peuvent accéder aux soins de santé à un moindre coût après une si longue attente. Il s'agit d'une demande qui a été exprimée depuis plusieurs années par les acteurs culturels. Mais s'il est possible aujourd'hui d'y trouver une réponse satisfaisante, c'est parce que le programme de couverture maladie universelle qui a été lancé par M. le Président de la République offre aujourd'hui le cadre qui permet de résoudre cette question. Les différents ministres dans le passé ont, avec la communauté des acteurs culturels, essayé de trouver une solution à cette question. Il y a même eu des conventions qui ont été signées avec des sociétés d'assurance, mais cela a fait long feu. Il n'y a pas eu de solution. Et heureusement que le programme de couverture maladie universelle offre aux acteurs culturels une opportunité extrêmement importante. Juste des cotisations pour mener à bien ce projet. Ces mutuelles de santé communautaire, vous le savez, sont des mutuelles qui fonctionnent sur la base d'une cotisation annuelle de 7 000 francs par personne. Mais cette cotisation est subventionnée à hauteur de 50% par l'État. Ça veut dire que vous payez 3 500 francs et l'État paye les 3 500 restants. Mais cette contribution de 3 500 francs qui doit être apportée par chaque Sénégalais, dans ce cadre-là, sera subventionnée une seconde fois, mais cette fois-ci par le ministère de la Culture et de la Communication. Toutes les dispositions sont prises pour assurer un bon fonctionnement de la mutuelle, rassure le secrétaire général du ministère de la Culture. À l'issue de cette assemblée générale, un conseil d'administration sera mis en place avec un bureau bien sûr. Et après, le rôle du ministère, en tout cas un certain rôle, s'arrêtera. Parce que vous savez qu'une mutuelle quand même c'est une entité de droit privé et qu'il appartient à ces acteurs, les gérants et autres, de gérer notamment. J'encourage vraiment tout le monde à venir adhérer. Une aubaine pour les acteurs culturels. Ce jeudi 10 mars sera lancée officiellement la mutuelle nationale de santé. Je donne un exemple. Demandez-leur par exemple... Et puis, si vous êtes de Rufisque ou ses environs, vous l'avez sans doute remarqué, le boulevard Maurice Gueye présente de nos jours un visage peu reluisant, une situation due à l'occupation anarchique de ces trottoirs par les taxis, mais aussi les marchands tabliers sur place. Les riverains réclament le désencombrement des artères annoncé tantôt par l'équipe municipale Ousseynou Thiam. Des garages de taxis par-ci et par-là, des marchands ambulants qui se bousculent, le boulevard Maurice Gueye étouffe. Une situation déplorable chez les populations de Rufisque, sevrées d'un véritable cadre de vie. Ce que Rufisque représentait hier sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'aménagement, aujourd'hui nous voyons qu'il y a une dégradation totale. On souhaiterait que la mairie puisse discuter avec les acteurs de transport pour que tous ces garages clando et de transport interurbain puissent rentrer dans le garage et que Rufisque puisse collecter, que la commune gagne. Pourtant, ce boulevard était à l'époque un lieu de promenade chez les Rufisquois qui aujourd'hui interpellent les autorités sur la situation. Quand vous voyez la configuration de nos rues qui sont perpendiculaires, vous verrez que vraiment c'est une ville qui est dédiée à la promenade et à la détente. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette ville est assiégée par les marchands ambulants. Donc si les habitants ne peuvent pas jouir de leur espace public, je pense que ce développement est à revoir. Du côté de la municipalité, les autorités annoncent un projet de réhabilitation du boulevard. Ce boulevard maintenant devrait être transformé et rendu agréable. On va, n'est-ce pas, le reprofiler carrément pour en faire, n'est-ce pas, un lieu beau à voir pour les Rufisquois. Dans l'attente de cet aménagement annoncé par l'équipe municipale, les populations rufisquoises devront encore prendre leur mal en patience. Et puis, je vous le disais en titre, Paul Kagame, le président rwandais, est actuellement en visite ici chez nous au Sénégal. Un prétexte saisi par la rédaction pour parler de l'homme qui, en 25 ans, a fait du Rwanda l'un des pays les plus développés d'Afrique. Artisan incontestable du boom économique de ce pays d'Afrique centrale, Paul Kagame n'en est pas moins exempt de reproches. Ses opposants l'accusent de répression policière, de museler les médias et de bafouer les droits de l'homme. Portrait du guerriero des 1000 collines devenu maître de Kigali, c'est avec Dissa Prera.
Paul Kagame est le 6e président du Rwanda. Cela fait 16 ans que l'ex-guerrieros des 1000 collines a pris le pouvoir à Kigali. Il avait 36 ans. Homme fort du Rwanda, à partir de 2000, ce natif de Gitarama est devenu un artisan de l'émergence de ce pays d'Afrique centrale. En 2015, le Rwanda affiche un PIB de $742 par tête d'habitant. La santé, l'éducation, les infrastructures, la corruption. En 25 ans, le pays s'est complètement métamorphosé. Le Rwanda, c'est le Singapour de l'Afrique. Une image reluisante, vantée par beaucoup de médias étrangers, un modèle d'émergence cité en exemple. Mais derrière cette image resplendissante, derrière ce boom économique, se cache un homme aux méthodes réputées autoritaires. Chef de guerre austère, Kagame est difficile à cerner, selon le journal Le Monde. Kagame a fait toute sa carrière de guerrieros chez les rebelles du NRA, l'armée nationale de résistance, en son temps dirigée par Yoweri Museveni, actuel président ougandais. Après cette année, Kagame s'occupe des renseignements avant d'intégrer le FPR, le Front patriotique rwandais. Chez les rebelles du FPR, le général est craint et respecté par ses hommes, des troupes qu'il conduit d'ailleurs à la victoire finale en fin 1994. Aujourd'hui, Paul Kagame veut encore rester au pouvoir après 16 ans. Ses détracteurs l'accusent de répression politique, d'empêcher une liberté de la presse, de bafouer les droits de l'homme. La réponse de Kagame, la communauté internationale n'a pas empêché le génocide en 1994. Un portrait signé d'Issa Prera. Barkaba, bonsoir. Bonsoir Sarah. Alors, pour parler de l'homme de Kigali, vous êtes sur le plateau avec nous. Nous venons de voir le portrait que nous a dressé d'Issa Prera sur Paul Kagame. Le Rwanda, Barka, un pays que vous connaissez bien pour vous y être rendu en 2013. Je le disais tantôt, nous allons nous intéresser à la personne de Kagame. Finalement, assez complexe, parce qu'il a réussi à la fois à être un très bon chef rebelle, mais aussi un très bon chef d'État. Tout à fait, Sarah. Le portrait dégagé par Issa Prera semble assez juste. Kagame est un personnage fascinant, ambivalent, qui a un côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Le côté positif, c'est un excellent dirigeant au leadership affirmé. Et on ne peut pas connaître Kagame sans s'arrêter un peu sur son parcours. C'est un homme qui a eu une trajectoire exceptionnelle parce qu'ayant eu un parcours assez atypique et assez exceptionnel. Voilà quelqu'un qui hérite d'une rébellion qui d'abord a fait les frais de la violence endémique de la région des Grands Lacs parce que Kagame a dû se réfugier avec ses parents en 1959 à l'âge de 4 ans. En Ouganda. Donc c'est un exilé qui a déjà vécu les premiers grands massacres contre les Tutsis et qui s'est forgé au Rwanda aux côtés de l'actuel président ougandais, en Ouganda aux côtés de Yoweri Museveni, qu'il a accompagné dans sa rébellion. Et Kagame a même été le numéro 2 des services de renseignement ougandais. Et comme un retour d'ascenseur, Yoweri Museveni a aidé les jeunes guerrieros qu'il avait aidé à prendre le pouvoir en Ouganda à retourner chez eux, ces jeunes Tutsis essentiellement, qui sont retournés dans leur pays en 1989 pour mener la rébellion. Kagame n'était pas le chef de la rébellion, il y avait un autre dirigeant qui s'appelait Fred Rwigema, mais qui a été tué dès les premières offensives. Et on est allé le chercher en formation d'urgence aux États-Unis pour prendre la tête de sa rébellion. Donc pour vous donner un peu ses qualités militaires et tactiques, puisque une rébellion, c'est peut-être 50 types déterminés qui ont mis en déroute l'armée de Habyarimana à l'époque, puissamment soutenue par la France. Ça, juste pour vous donner un exemple, une idée de sa détermination. Et c'est quelqu'un aussi qui a mis fin au génocide rwandais. Les troupes du FPR sont montées à Kigali en presque une semaine pour battre l'armée génocidaire. Donc, sur le plan du leadership, des qualités militaires, c'est un dirigeant exceptionnel. Sur le plan politique aussi, on a vu, et c'est un mystère et une leçon pour tous les dirigeants africains, comment un pays qui a vécu un génocide aussi atroce. Justement, j'en viens à cela parce qu'on a parlé du bilan économique, on va dire, élogieux du Rwanda. Finalement, on a envie de se poser la question, quelle est
Quel est vraiment le secret du modèle rwandais? Un pays qui a, comme vous l'avez dit, survécu à un génocide qui a fait 800 000 morts quand même. À mon avis, ils ont eu la chance quand même d'avoir un dirigeant exceptionnel à tout point de vue. On ne peut pas, quels que soient les défauts, et Kagame, je sais qu'il a beaucoup de défauts, on ne peut pas lui dénier un leadership incontestable. Lui-même a pour modèle Lee Kuan Yew, dirigeant singapourien qui a réussi le miracle singapourien, qui est un des modèles de Kagame. Et juste après le génocide, il a remis le pays en chantier. C'est quelqu'un qui a pratiquement réussi une chose extrêmement rare au monde, ou peut-être à fortiori sur le continent africain. Le Rwanda est un pays qui a presque éradiqué la corruption. C'est l'un des pays les plus propres au monde. Moi, j'ai visité Kigali. Dakar comparé à Kigali, Sarah, excusez-moi, Dakar est l'équivalent du dépotoir de Mbobes comparé à Kigali en termes de propreté. C'est l'un des pays les plus sûrs au monde parce que il y a une sorte de paranoïa sécuritaire. Pour la petite anecdote, moi j'ai été avec Kagame dans son ancien quartier général à Mulundi, dans le nord du Rwanda. On était un groupe de journalistes avec mon ami et grand frère Pape Sambakan. On était étonnés de la paranoïa sécuritaire parce qu'on nous faisait fouiller, etc. Et en bon sénégalais, on râlait un peu, on protestait parce que c'est une culture sécuritaire qu'on ne connaît pas. Mais j'ai vu le chef d'état-major de l'armée rwandaise qui s'appelait à l'époque Charles Kayonga lui-même être passé au détecteur de métal pour vous dire qu'il y a une culture sécuritaire extrêmement développée au Rwanda. Donc, éradication de la corruption, propreté exceptionnelle, sécurité maximale, tout de suite, il a les bases pour attirer les investisseurs. Et qui sont venus en masse. Il y a des gratte-ciel qui se lèvent de partout. Sur le numérique, il est un leader exceptionnel. Il a compris l'importance de l'économie numérique avant tous ses collègues chefs d'État. Et on ferait bien d'être un peu modeste et d'aller apprendre à l'école rwandaise quelques recettes pour l'émergence, parce que là-bas, eux, ils l'ont réussi sans tambour ni trompette. Ils sont sur la voie de l'émergence. Oui, un chef d'État très éclairé. Des qualités, oui, des défauts certainement. Le 18 décembre dernier, les Rwandais ont approuvé à 98,4% une révision de la Constitution. C'est un plébiscite, mais on a envie de dire que ça y est, quoi. C'est un président à vie. Oui, ça c'est le côté sombre du personnage qui est un dirigeant, je l'ai dit, à la fois au leadership affirmé exceptionnel, mais qui a un penchant autoritaire extrêmement fort. Il a réduit presque l'opposition légale à néant. La preuve, Victor Ingabire, qui est une des opposantes les plus dures, croupit toujours en prison, accusée de diffusionnisme, de faire la promotion du génocide. Kagame ne tolère aucune voix dissidente. Et c'est ce qui est même assez inquiétant, c'est que même parmi le cercle proche de gens qui l'ont accompagné au pouvoir, qui étaient avec lui dans le maquis, dans le bush, il y a eu beaucoup de ses compagnons qui ont été assassinés, dont certains à l'étranger. Et beaucoup de gens pensent que ça porte la marque du régime ougandais. Donc, d'un côté, il y a le bon Kagame, dirigeant exceptionnel, mais il y a une face un peu plus sombre du personnage Sarah. Merci en tout cas Barkaba pour ces éclairages qui mettent fin à cette édition que j'ai été ravie de vous présenter. Le prochain rendez-vous de l'information, ce sera le tout en images à minuit, mais tout de suite la suite des programmes, c'est dans Permanence, c'est avec Chérif qui est déjà sur place. Bonsoir Chérif.